on a fait un travail un peu original là, récemment, qui a été assez largement publié sur le green budgeting, c'est-à-dire quelles sont les dépenses au sein de l'État qui ont une contribution favorable à l'environnement ou pas. Et nos collègues qui ont fait ça ont classé de façon un peu forfaitaire à peu près tout ce qui se dépensait dans le ferroviaire comme étant dans la case verte. Donc, à grosse maille, pour rejoindre ce qui a été dit, si on veut regarder les choses, il n'y a pas trop photo sur le fait que des mesures un peu efficaces qui permettent d'augmenter la contribution du ferroviaire vont dans le bon sens. C'est pas un débat, comme vous le disiez très bien en introduction. Alors après, il faut qu'on regarde un petit peu le détail des choses. On parlait du fret. C'est bien moi, j'ai vécu toutes les périodes où on prescrivait des reports modaux du fret en France. On a été très actifs en termes de discours sur ces questions-là, et puis en même temps, on a vu des évolutions. Moi, il y a quelque chose qui me plaît, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué, parce que j'ai rejoint un peu tardivement, mais on avait préconisé qu'il y ait une plateforme nationale sur le fret qui soit organisée par SNCF Réseau avec l'ensemble des parties prenantes. Je ne sais pas si ça a été évoqué déjà dans votre discussion. Pas ce matin. Mais grosso modo, tout le monde passe son temps à dire que la réservation des sillons pour les opérateurs de fret ferroviaire, c'est une galère pas possible. Et donc on avait fait un rapport il y a 2 ans qui disait il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises. Il y en a eu sur Exocène en particulier, mais il y en a actuellement y compris dans la traversée du nœud ferroviaire lyonnais, qui permettent de réserver des sillons dans des conditions qui soient adaptées à la nature du marché. Et on avait fait la préconisation qu'il y ait une plateforme nationale qui réunisse les acteurs pour discuter les éléments de confort dans l'offre ferroviaire pour que les choses améliorent. Et cette plateforme est en place, elle génère des groupes de travail avec l'ensemble des acteurs. Ça me semble être un des moyens concrets, disons, de faire évoluer les choses, parce que c'est ce lieu de dialogue, on parlait de gouvernance tout à l'heure, il est indispensable. C'est-à-dire qu'après, sinon, on est à côté du sujet. Alors, après la question du bilan global, donc si on prend opération, matériel roulant et infrastructure et qu'on regarde un peu les grandes contributions, donc il y a un travail qui a été fait par l'UIC, que vous connaissez bien, mais qui est fondé sur des travaux de Matthias Storschmidt en Allemagne, avec une équipe qui date un peu, c'est de 2011 de mémoire, mais qui est assez intéressant parce que grosso modo, il montre que l'opération des trains, c'est de l'ordre, en France, de 10 grammes de CO2 par kilomètre, que le matériel roulant, donc dans l'ensemble de son cycle de vie, c'est de l'ordre du gramme de CO2, et que les infrastructures à 40 tonnes de CO2 par kilomètre, ça représente quand même de l'ordre d'une dizaine de grammes par passager kilomètre. Donc, on voit que finalement, les investissements d'infrastructures ne sont pas complètement négligeables, et dans les investissements d'infrastructures, on retrouve la question de l'ensemble des bâtiments, des structures qui sont parfois un petit peu ignorées. Donc, aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre d'éléments globaux qui ont été repris dans le travail de green budgeting, d'ailleurs, de SNCF Réseau, quand ils ont fait leur green bonds, avec une méthodologie assez similaire et qui, moi, me paraît aller dans le bon sens de mettre sur la table les réalités. La difficulté de ces exercices, c'est que il faut les référer aux hypothèses qu'on prend en compte. Je prends un exemple très simple. Quand on dit 1 gramme de CO2 pour le matériel roulant, l'hypothèse, c'est, ce qui est pris, c'est que sur une liaison de type TER, un train fait 150 000 km par an. Or, dans nos TER à nous, il y en a une partie non négligeable qui en font moins de 40 000. Donc évidemment, le ratio, il est très différent. Quand on raisonne sur les infrastructures, évidemment, le ratio ramené au passager kilomètre, il est extrêmement dépendant de la fréquence
fréquentation de la ligne. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que le Japon est 2 fois supérieur quand on a des ratios en tonnes de CO2 par kilomètre, mais 5 fois plus faible que la France quand on est rapporté aux voyageurs kilomètres. Pour une raison évidente, c'est que la densité de circulation et la densité et le taux d'emport est sans commune mesure. Donc, on retrouve quand même sur une banalité que je me permets de redire, qui est que un train c'est bien quand il y a du monde qui circule dessus, et une infrastructure c'est bien quand il y a pas mal de trains qui roulent dessus, et que sinon ça marche pas très bien, quoi, du point de vue du bilan. Et donc ça rejoint le merveilleux débat que nous avons actuellement sur les petites lignes. Sachant qu'on peut calculer les taux moyens. Oui, oui. Sur la journée ou voilà, sur la durée. Hein. Mais je dirais, si je prends l'exemple des green bonds de SNCF Réseau, c'est assez typique. En fait, ce qu'ils ont retenu pour servir comme justification, c'est en fait des lignes 1-4. C'est en fait des lignes fortement chargées, parce que sinon, évidemment, le bilan, il n'est pas merveilleux à afficher. Donc, voilà, faire circuler des trains vides et pas très souvent, c'est pas évident. Alors, après, la motorisation. Donc, on a vous l'avez très bien dit, on a une part importante de la circulation qui se fait avec une motorisation électrique, et on a l'avantage d'avoir un bouquet énergétique en France qui est extrêmement favorable. Et donc, effectivement, c'est ça qui fait que le transport ferroviaire est le champion de tous les ratios qu'on peut imaginer. C'est évidemment tout à fait souhaitable. Alors, les 20% de circulation qui se font hors du réseau, 20% et seulement 4% des voyageurs kilomètres, hein, c'est pas des chiffres contradictoires. Les 20% de circulation qui se font sur le réseau non électrifié, quand on avait fait les travaux du COI, on avait la commission du rond, pour dire les choses que tout le monde comprenne, on avait mis en avant le fait que si il y avait des expérimentations à faire sur le train à hydrogène ou sur d'autres modernisations, enfin de nouvelles technologies, il fallait absolument le faire sur des lignes non électrifiées aujourd'hui, de façon à bénéficier du facteur de conversion depuis le diesel. Bon, ça paraissait une évidence. Donc là, le rapport Signan, il y avait Trégollet de chez nous qui l'a appuyé, a essayé d'identifier les lignes qui seraient bons candidats, et finalement, c'est pas merveilleux, parce qu'en fait, quand on croise le fait de ne pas être électrifié et le fait d'avoir quand même un peu de trafic, finalement, on réduit quand même assez fortement le champ. Surtout qu'il faut quand même des liaisons, si on est sur le train à l'hydrogène, des circulations qui ne soient pas trop longues, sinon ça devient très, très compliqué. Et puis après, sur l'hydrogène, mais c'est un débat que vous connaissez certainement très bien, il y a hydrogène et hydrogène. Si vous faites des techniques de type SMR en vaporeformage, grosso modo, vous émettez pendant la phase de vaporeformage à peu près 10 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Quand en plus vous compressez votre hydrogène à 700 bars et que vous le transportez par camion pour aller alimenter un point de relais, tout ça fait quelque chose qui, du coup, ne passe pas merveilleusement la barre de la comparaison avec l'existant. Donc, quelque part, on voit bien que les sauts technologiques, même si c'est toujours intéressant de faire plein d'expérimentations, ça prendra sens quand il y aura des piles à combustible avec des prix très sensiblement plus bas, qu'on aura des technologies qui s'améliorent. Toute la question, c'est évidemment d'arriver comment trouver un chemin qui crédibilise cet objectif à terme, à partir d'une situation où aujourd'hui, la compétitivité du ferroviaire, on l'a vu que ce soit pour les voyageurs vis-à-vis des autres modes, tient quand même aussi à des questions d'équilibre économique, et que donc, au-delà de l'expérimentation, c'est difficile d'imaginer des basculements majeurs dans ces domaines. Voilà.